Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 9h moins le quart. Évidemment, le grand débrief de l'actualité avec vous, Elisabeth Lévy, Eric Revel. Et puis vous, au 0826 300 300. Je ne sais pas ce qui peut vous faire réagir ce matin sur l'actualité. Il y a beaucoup de sujets. Il y a toujours, évidemment, la polémique autour de Chine, avec ce premier magasin permanent qui va ouvrir au BHV dans le monde. Il n'y a eu que jusqu'à présent des boutiques éphémères. L'élection du maire de New York, soutenue par LFI. LFI est allé sur place là-bas pour le soutenir. Ils ont fait une soirée hier soir. Hier soir, ils ont fait une grande soirée. Oui. Zoran Madani, peut-être la prime de 34 Noël. ans. Peut-être la prime de Noël. Et alors voilà. La prime de Noël qui est dans le débat. Qui est dans le débat parce que. Mais ils vont bien, ça calme, Revel. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un sujet conséquent. C'est un sujet parce que cette prime de Noël qui était versée en fait 2,3 millions de foyers la touche chaque année. Enfin pour tous, non, pour des personnes modestes. Oui, mais sous contrainte de revenus, bien sûr. Aujourd'hui, des familles qui n'ont pas d'enfants ne pourront plus toucher. C'est le débat qu'a lancé le ministre du Travail. Le ministre du Travail en disant l'État-providence c'est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a raison ou pas? On verra ça dans un instant. D'un mot quand même sur Rachida Dati, que vous avez entendu à l'instant s'expliquer sur Chine, sur le Louvre, et puis aussi sur sa candidature à la mairie de Paris, puisqu'il y a ce matin ce sondage avec le Figaro qui montre qu'elle fait toujours la course en tête, malgré les polémiques, malgré notamment le fait qu'elle appartienne toujours au gouvernement. Éric Revel, le sondage Sud Radio, le Figaro est très intéressant, évidemment. Il y a la modification quand même du scrutin. Ça, c'est un point très important qu'elle a souligné à la fin, parce qu'évidemment, Lyon, Marseille et Paris, jusqu'à présent, n'élisaient pas directement les maires de ces grandes villes et de la capitale. On pouvait être minoritaire en voix et être élu. Exactement. Donc, en fait, moi, je pense que c'est un avantage supplémentaire, sans doute, pour la droite à Paris et dans ces grandes villes, parce qu'en réalité, à chaque fois, vous avez un peu comme aux États-Unis, 2 arrondissements ou 2 États, 2 arrondissements à Paris et à Lyon qui font basculer le scrutin. Et ce scrutin qui va être réformé, ça peut être une chance supplémentaire peut-être pour Rachida Dati. Bon, moi, je l'ai trouvé super punchy, super énergique. C'est même pas mal. Quoi qu'il arrive, vous pouvez. Oui, c'est vrai. Ah non, mais c'est absolument. Moi, j'ai toujours aimé la personne. Je parle pas de politique, mais la personnalité de Rachida Dati, qui est une sacrée, bagarreuse. C'est un personnage assez romanesque. Enfin, quand on voit son parcours, il y a quelque chose. Mais alors, moi, si vous voulez, j'étais déjà assez consterné la dernière fois quand Anne Hidalgo a été réélue, alors que quand vous demandez autour de vous, y compris tous mes amis de gauche, ils en disaient pique-pendre, etc. Donc, je demande à voir si le tropisme de gauche, si vous voulez, non seulement de Paris, mais des grandes métropoles, en réalité, peut effectivement, toutes les grandes métropoles. En fait, le Parti socialiste a conquis en une ou 2 décennies toutes les villes les plus riches de France. C'est devenu le parti des gens aisés. Mais écoutez, alors, c'est vrai. Pas forcément que le PS, parce que ce sont les écologistes, Bordeaux. Non, mais il y a eu, mais il y a eu quand même, si vous voulez, c'est vrai. Il y a eu Lyon. Non, Marseille, c'est pas. Marseille, c'est une exception parce que c'est la seule grande ville de France qui n'est pas en réalité une métropole bobo de riches. Donc, mais dans toutes les autres, si vous voulez, vous avez une. Ça, c'est les pauvres votent à droite, comme le disait le titre d'un livre américain. Donc, Paris, c'est quand même une ville de riches. Et là où j'ai un petit doute, c'est qu'est-ce que le maire peut faire. Si vous voulez, comment vous luttez face au marché, le marché de l'immobilier dans les capitales, c'est voilà. Mais enfin bon, en tous les cas, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui se bagarre. Oui, qui se bagarre. Alors, il y a eu cette élection, je le disais, cette nuit à New York. Justement, vous évoquiez les forces de gauche qui avaient emporté la bataille en France. C'est le gauchisme de Park Avenue. Là, vous avez vu à New York, donc il s'est imposé finalement Zoran Madani, socialiste, qu'on dit plutôt socialiste assez radical, bien sûr. Mais pas assez radical, il veut tout bloquer les loyers. Enfin, en même temps, la vie à New York, si vous voulez, je sais pas comment. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à New York, là, pour le coup, il n'y a pas de pauvres. Mais alors, pas du tout, à part dans les logements sociaux et dans la rue.
Mais si vous voulez habiter à New York, il faut quand même afficher un revenu tout à fait conséquent. Et tous ces gens-là, donc, c'est exactement ce que l'écrivain Tom Wolfe appelait le gauchisme de Park Avenue. C'est-à-dire les gens, si vous voulez, à gros revenus et grande conscience. Et je passe, comme Eric connaît bien l'Amérique, je lui passe le ballon. Non, mais je voulais dire que, alors, je vais me sembler un peu contradictoire, mais je pense que l'élection de ce maire à New York, démocrate, mais très à gauche, c'est sans doute la meilleure nouvelle pour Donald Trump, en réalité. Pourquoi ? Ah bon ? Mais oui, parce que... Parce qu'il va ruiner New York ? Mais parce que le Parti démocrate est dans une situation complexe. Ils ont du mal à trouver un champion pour s'opposer aux républicains, quel qu'il soit, Donald Trump en l'occurrence aujourd'hui. Et le Parti démocrate se bat justement en interne pour que des figures très à gauche, comme celle du maire nouvellement élu de New York, ne soient pas l'effigie du Parti démocrate. Parce qu'à l'échelle du pays, si c'est ce genre de profil politique qui l'emporte, ils perdront toutes les élections, et notamment la plus importante, l'élection du président des États-Unis. Donc en fait, à l'intérieur même du Parti démocrate, vous avez une bagarre entre un Bernie Sanders, mais qui a toujours été minoritaire, qui est à la gauche du Parti démocrate, et les sociaux-démocrates qui ont toujours, quand il y a un président démocrate élu, qui ont gagné, mais jamais, évidemment, un candidat d'extrême gauche démocrate ne peut gagner la présidence des États-Unis. Donc finalement, au-delà du revers politique... Vous êtes sûr de ça ? Ah bah bien sûr. Jamais, non, mais je parle du jamais du futur. Donnez-moi un exemple, alors jamais. Non, je vous parle du futur, très récent, ou même dans les 20 dernières années, d'un candidat Jimmy Carter, un mec d'extrême gauche, non. Joe Biden, extrême gauche, non. Barack Obama, dans le passé, non, voilà. Mais bon. Non, moi je pense que c'est là que se situe la vraie bagarre. Et puis attendez, quand vous regardez dans le détail le programme économique du nouvel élu à New York, vous allez voir que c'est absolument n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il rase gratis. Gratuité, crèche, gratuité de transport, gratuité des transports. Vous le disiez, la ville est riche, donc elle peut peut-être... Non, la ville est... Non, pas la ville, les habitants. Non. Et donc, il peut les taxer en quelque sorte. New York est hyper endetté. Les habitants sont riches, mais à mon avis, je ne connais pas la fiscalité, je vous l'avoue. Mais à mon avis, ils en payent déjà quand même. Et par ailleurs, il y a beaucoup de gens, j'en sais rien, là je laisse Eric, mais beaucoup de gens pensent qu'ils risquent de ruiner New York. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'est la gratuité des transports publics. Vous voyez, le précédent maire de New York, qui s'appelait Eric Adams, qui était démocrate également, hein, c'est un vieux bastion démocrate. Eric Adams, qui était un Afro-américain, en fait, il s'est fait mettre en marge du parti parce que il était plus politiquement correct. Il disait, attendez, New York est submergé par un flux migratoire qu'on n'arrive plus à contrôler. Il y a des gens dans les rues, j'arrive plus à les loger. Comment fait-on ? Et on lui a dit, mais attendez, monsieur, vous êtes au parti. Oui. Eric Adams, vous êtes de gauche. Vous devez au contraire supporter tout cela. Donc il s'est fait marginaliser. Après, il est tombé aussi dans des affaires de corruption. Oui, bien sûr. Mais en fait, il a été dégagé comme ça, Eric Adams. Parce que n'oubliez pas que New York, c'est pas une surprise. Je crois que Kamala Harris a fait 55% à New York. Vous voyez, c'est l'un des seuls endroits où elle a fait un peu de voix. C'est pour ça que Paris, ce serait quand même un basculement, effectivement, même dans la grande tendance qui a vu les métropoles du monde entier passer à gauche. En réalité, ce serait quand même Paris, ce serait un basculement vraiment important. Pour Donald Trump aussi, c'est une forme de pied de nez parce que c'est lui qui combat l'immigration, etc. Là, c'est quelqu'un de confession musulmane, même si évidemment il a une histoire liée à l'Amérique. Mais Eric l'a un peu dit, ça lui donne un repoussoir. Il va montrer, regardez cette ville de cheveux bleus, de LGBT, vous imaginez tout à fait Trump, il va te broder là-dessus, de woke, le désordre dans les rues, enfin, il va tout nous faire sur New York, donc ça va devenir la ville des dégénérés, si vous voulez. Deux mots, parce qu'on en parlera beaucoup plus avec Jean-François Killy dans La Vérité en face dans un instant, et puis les auditeurs qui appellent au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes choqués par ça, par le fait qu'il y ait une boutique permanente de Chine, effectivement ce géant chinois en plein cœur de Paris, la capitale un peu de la mode, comme le disent évidemment certains. Non mais si vous voulez, que c'est la question d'être choqué, c'est justement ça que je déplore, c'est qu'on ne fasse que dans l'émotion. Tous les gens qui, depuis des années, nous vendent la mondialisation, nous traitent de nazis dès qu'on parle de protectionnisme, dès qu'on parle de frontières, quand on dit c'est pas possible de laisser faire, laisser passer comme ça, ça va tuer notre industrie. Tous ces gens, tout d'un coup, parce qu'ils ont trouvé leur diable chinois, si vous voulez, c'est devenu une espèce de diable que tout le monde déteste, mais c'est le produit de leur politique. Oui, bien sûr, mais surtout la réplique, la réponse gouvernementale est en dessous de la main, ce qui veut dire notre insigne faiblesse aujourd'hui. La déclaration de Roland Lescure, ministre des Finances, c'est de dire attention,
la prochaine fois, on pourrait interdire la plateforme Chine en France. J'avais envie d'ajouter, la République ne reculera pas. Mais en fait, on n'est pas de taille pour entamer un bras de fer commercial avec la Chine. On n'est pas de taille. D'ailleurs, on est l'effet collatéral de la mise en place des taxes de Donald Trump sur la Chine, c'est le déversement des produits chinois en Europe, et notamment en France. Nous, on n'a pas pu s'y opposer. On n'est pas de taille, c'est l'effet collatéral. Le marché américain l'aurait fermé, parce qu'il y a des taxes, parce que sur les colis, vous payez $100. Eh bien, c'est pas grave, les Chinois, ils déversent chez nous. Et nous, on dit, la République ne reculera pas. Mon œil. Est-ce que c'est l'un des fiascos de la décennie Macron? C'est votre livre, hein. Je le signale, qui sort aujourd'hui. Éric Revel, on en reparlera plus longuement. C'est Mozart qu'on assassine. Parce qu'il a relancé la souveraineté, Emmanuel Macron, mais au milieu de son... Ouais, enfin, il a surtout parlé beaucoup après le Covid, quoi. Oui, hein, il a surtout parlé beaucoup de souveraineté européenne, si vous voulez. Ouais. C'est à la fois un européiste et un mondialiste, Emmanuel Macron. Donc c'est... Oui, si vous voulez, c'est Mozart qu'on assassine, c'est une double entrée. C'est évidemment, ça renvoie au fait qu'on l'avait taxé de Mozart de la finance. Je rappelle que Madame Macron, dans une interview... Il s'était taxé de Mozart de la finance, non, on l'avait. Les mêmes, d'ailleurs, qu'il avait encensé, Minc et compagnie, sont aujourd'hui en train d'expliquer que c'est le pire président de la Ve République. Mais surtout, on l'attendait justement sur ce sujet-là. Ouais. Or, il a échoué. L'industrialisation, vous savez, les grands sommets de communication, Choose France, les investisseurs étrangers arrivent et de ça. Ben, mon œil. Le pourcentage de l'industrie française par rapport à la création de richesse en France, c'est moins que la Grèce aujourd'hui. Pas moi qui le dis, c'est les chiffres de l'OCDE. Donc en fait, sur la réindustrialisation, il s'est rien passé. Vous vous souvenez, son livre, c'était Révolution. Le nouveau monde était devant nous. Le père de la Start-up Nation. Oh là là, ça a mal vieilli tout ça. J'allais dire, le temps est assassin. Le temps est assassin. Donc en fait, ce livre, c'est évidemment le bilan qui est quand même incroyable d'Emmanuel Macron. Et il tombe d'autant plus haut qu'il avait lui-même placé la barre très haute. Mais c'est Mozart qu'on assassine aussi. C'est le titre d'un livre de Gilbert Cesbron, repris par Antoine de Saint-Exupéry, parce que la formule est passée dans le langage courant depuis longtemps. C'est Mozart qu'on assassine, ça veut dire que chaque enfant serait un petit Mozart en puissance, un petit Mozart qui sommeillerait, mais que les obstacles de la vie, mais que les obstacles politiques, l'ont empêché. Et ben c'est exactement le cas d'Emmanuel Macron. À une ex-future Calas. Là, moi. J'aurais pu être... voilà. Oui. Et l'originalité, parce que c'est un pamphlet, donc j'ai essayé de bien l'écrire, c'est que chaque tête de chapitre, c'est une œuvre célèbre de Wolfgang Amadeus Mozart. Non, mais on l'arrête plus. Lisez Éric Revel. Voilà. Et écoutez, Sud Radio, bien sûr. Dans un instant, c'est Jean-François Akili, La Vérité en face. Vous pouvez réagir sur Chine, ce qu'on a évoqué dans un instant. Rachida Dati, si vous voulez le faire aussi, bien sûr. Et puis... est-ce que c'est la fin de l'État-providence et voilà, on coupe effectivement, on commence à couper dans certaines dépenses avec cette prime de Noël qui ne pourrait plus être versée aux familles sans enfants. C'est du moins le débat lancé par Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail. J'aimerais vous entendre, et Jean-François Akili dans un instant sur Sud Radio.